s'il vous Aubameyang plaît, devant. un petit peu de calme, de discipline. Nous allons accueillir Karim Attab avec nous. On va pouvoir lui poser deux, trois questions. Oui, bonsoir à toi, Karim. Merci de nous faire Oh, le excellent. plaisir d'être parmi nous. Bonsoir tout le monde, je sais pas si vous m'entendez. Si, Et si, très bien. Ah, on c'est t'entend très bien. la voix emblématique. Ah là là. Emblématique Ah, de tu as Maritima. des fans sur le panel, Karim. Tu as des fans. Hein. Ah, tous les soirs, quand je suis en Voilà. voiture à 18h, je les écoute. Bon, C'est bah, gentil, super. merci beaucoup. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Moi, enfin, j'aimerais chacun, on va lui poser une question. Je pense que c'est plutôt juste. Je vais commencer parce que je suis l'hôte en fait. Bien sûr. Déjà, Karim, j'aimerais savoir si comment tu sens l'atmosphère du club après ce départ. Voilà, tout simplement, j'aimerais savoir ce que tu ressens comme vibration, si tu sens que la dynamique peut repartir ou si au contraire tu sens que c'est l'impact est assez fort. Ah, l'impact est très fort. L'impact est très très fort, très douloureux, beaucoup de tristesse et c'est pas uniquement une façon de parler, hein. Je pense que ça a été difficile de prendre la décision de mettre de se séparer de Roberto De Zerbi. Alors peu importe qui a eu le dernier mot pour savoir si le club a poussé pour qu'il parte ou si c'est lui qui s'est vraiment mis en retrait. Dans tous les cas, je sais que tout le monde est un petit peu triste, mais il faut repartir vite fait. Donc après les différentes discussions qu'il y a pu avoir, notamment avec Mehdi Benatia, avec les joueurs, avec la direction, je pense que dans tous les cas, ils n'ont pas le choix, hein. Ils sont professionnels, il va falloir qu'ils montrent qu'ils ont de l'amour propre. Mais bon, c'est sûr que le match de Strasbourg, ça aurait été, quoi qu'il arrive, un match difficile, je pense, pour l'OM, parce que Strasbourg est une équipe qui gêne terriblement l'OM, même s'ils ont changé de coach. Là, avec O'Neill, c'est quand même, c'est pas mal du tout non plus. Et en plus, avec cette dimension de tout ce qui s'est passé cette semaine, sans oublier, bien entendu, parce que c'est pas près de passer l'humiliation de Paris. Je pense que c'est pas l'extrême sérénité qui transpire autour de l'Olympique de Marseille, quoi. D'accord. Merci Karim pour ta réponse. Nicolas, on va commencer par toi. Est-ce que tu as une question à poser à Non, Karim? j'avais une question par rapport à De Zerbi, mais elle a répondu. Plus par rapport à samedi, l'atmosphère, ce que tu peux en penser éventuellement, parce que moi, je crains, je sais pas ce qui peut se passer. En vrai, je suis dans le doute. Des débordements, pas de débordements, grève d'encouragement, pas de grève d'encouragement. Je sais pas trop ce qu'on va retrouver au stade. Et je sais pas, ouais, j'ai un peu d'appréhension par rapport à ça. Ça peut vite, je pense, ça peut vite partir en cacahuète, je pense. Et toi, savoir ce que t'en penses, toi, directement à ton niveau. Bah, ce soir, nous, dans notre émission, dans le bar des supporters, on avait Christian Cataldo, le patron des Dodgers, Ok, qui nous a dit que, bien entendu, le public ne serait pas tendre avec les joueurs, il ne serait pas tendre avec la direction. Donc, on peut s'attendre à avoir énormément de banderoles qui viseront un petit peu tout le monde, hein, que ce soit joueurs, direction, propriétaires. Donc parce que je te ça, je coupe pense. juste quand même par rapport à ça. Contre Rennes, en fait, il y avait des banderoles, mais il y avait des encouragements. C'était très pacifique. Bien On a sûr. vu, mais ils ont pas arrêté d'encourager. Et là, on sait qu'il y a McCourt qui, je crois qu'il sera là samedi. Et ouais, moi, je crains des trucs un peu bizarres, quoi. Non, ce qui est sûr, c'est que le match de Rennes est différent dans la mesure où il y avait eu une réunion la veille, hein, avec les leaders de groupes de supporters et que une réunion qui s'était quand même étonnamment ou pas plutôt bien passée avec les joueurs. À savoir que il a été dit et écrit beaucoup de choses, mais cette réunion, elle a eu lieu avec les supporters, avec le staff et avec les joueurs. Et il y a eu une deuxième, on va dire qu'il y a eu une after avec la direction, qui a peut-être pas été aussi sympa que celle avec le staff et les joueurs. Du coup, les supporters avaient passé un message, les joueurs l'avaient reçu, pas mal de joueurs s'étaient exprimés, le coach s'était exprimé à l'époque, et du coup, il n'y avait pas eu de grève d'encouragement. Il y avait eu une ambiance un petit peu, une atmosphère un petit peu spéciale avant le match, parce que même il n'y a pas eu que les banderoles, hein. Dans l'avant-match, tu sentais que ça sentait un peu la poudre. C'est sûr que quand tu marques un but au bout de 70 secondes, ça détend tout le monde de suite. Ah oui. Là,
là, franchement, je me dis que contre Rennes, si tu avais pris le premier but, toi, dans les 10 premières minutes, je pense que l'ambiance aurait pu monter Ouais, c'est pas la même, hein. d'un cran, véritablement. Là, on est sur un truc où les supporters, je ne pense pas, moi, qu'ils partent dans l'esprit de débordement, mais tu, tu vois, j'avais pas de problème, j'avais pas de crainte sur l'entrée des joueurs pour l'échauffement, par exemple. Je me disais, ils vont rentrer, ils vont être ovationnés ou applaudis. Euh, Là, pour le match de Strasbourg, ça peut ne pas être le même accueil, hein. Ça peut être un accueil beaucoup plus froid, beaucoup plus froid. Et c'est sûr que encore une fois, c'est le terrain qui va sans doute dicter un petit peu le comportement dans l'ensemble des supporters. Après, les supporters, ils sont pas stupides, hein. Ils savent que le virage nord a un match de sursis, de suspension, qui n'est pas lié à des champs ou à des trucs comme ça. C'est l'usage de fumigène pour le match contre Monaco, qui a été puni très très tardivement, et c'est pour ça que le virage nord était fermé contre Lens, mais ils avaient pris un ferme plus un avec sursis. De l'autre côté, le virage sud, on sait que les ultras vont manger donc le match de suspension plus 3 matchs de sursis, mais c'est toujours pareil, hein, quand on a ces sanctions-là, il faut faire exactement la même chose pour faire en sorte que le sursis saute. Mais je pense que ils se disent quand même que avec la proximité d'un match à domicile contre Lyon le 1er mars, avec la proximité d'un quart de finale de Coupe de France à domicile le 4 mars, je pense qu'à un moment donné, il ne devrait pas y avoir de débordement. Après, si le match se joue dans le même esprit qu'on avait eu il y a quelques années, quand Rennes était venu gagner à l'OM, je sais pas si vous en rappelez, 5-2, qu'il y avait 3-0 au bout d'un quart d'heure, que Thauvin avait pris une bouteille en plein match et tout. Là, après, tu peux plus arrêter la machine. Je ne pense pas quand même qu'on en arrive là, et j'espère que l'OM sera un peu moins en difficulté que ce qu'on a pu le voir sur certains matchs à l'extérieur. À domicile, ça va quand même, sur les 2 derniers matchs, ça reste quand même plutôt cohérent. Le match de Lens, le match de Rennes. Après, avec cette équipe-là, on sait pas trop à quoi s'attendre. Mais c'est sûr que les supporters vont avoir un accueil extrêmement frileux de leurs joueurs et des dirigeants et de Franck McCourt. Merci beaucoup, merci. Seb, est-ce que tu as une question à poser à Karim? Oui, forcément. Je vais venir sur la question sur le futur coach. Qui verrait, sans pour être sûr que ça soit Bale ou pas, qui verrait comme coach là dans les personnes libres, lequel le hype le plus, en mettant de côté aussi les finances, parce qu'il y en a qui coûtent assez cher. Mais qu'est-ce qu'il verrait, ceux qu'il verrait pour cette fin de saison, voire l'année prochaine, sur le banc de l'OM. Bonsoir Seb. Le truc c'est, tu peux pas mettre de côté les finances, parce que bien avec sûr. ce qui vient de se passer, et même si Roberto De Zerbi semble ne pas toucher le pactole sur la dernière année de contrat qui lui restait, le coût de la séparation avec Roberto De Zerbi plus son staff, parce qu'ils sont nombreux, hein, ils étaient 7 ou 8, il y a Giovanni Rossi également qui est venu dans le package, donc je pense que c'est à peu près entre 8 et 10 personnes qui vont être qui vont quitter le club, et pour les adjoints et tout ce qui n'avait pas de lien direct avec le terrain, mis à part Roberto De Zerbi, ça va être quand même une somme qui sera quand même assez rondelette. Moi, mon profil à moi, c'était Sergio Conceição. Mais parce que Conceição était une piste extrêmement prioritaire lors de l'été 2024, avant l'arrivée de Roberto De Zerbi. Tout le monde était quasiment sûr dans les 10 premiers jours du mois de juin que Conceição serait le coach de l'OM, sauf qu'il attendait la proposition de Milan, et que les contacts avec De Zerbi se sont noués ou intensifiés à ce moment-là, et du coup De Zerbi a raflé la mise. Mais Conceição, ça coûte très cher. Déjà Al Ittihad, c'est 4,5 millions pour le libérer, plus un salaire qui est quand même à mon avis assez mirobolant. Tu peux pas partir sur un projet de pompier de service avec Conceição, puisque tu vas pas dire au mec bon Sergio, tu viens pour 4 mois et après on voit.
c'est pas possible. En vrai, il y a un truc que moi je ne sais pas. Je ne mens pas. Je sais pas s'ils veulent vraiment, ou si, par rapport aux finances, par rapport à la volonté, est-ce qu'ils veulent réinitier un véritable projet tout de suite avec un coach qui va partir sur un contrat au moins d'un an et demi, Ouais. ou C'était alors notre... est-ce qu'ils vont faire une Jean-Louis Gasset d'il y a 2 ans avec quelqu'un d'expérimenté, capable d'emmener l'équipe, faire des résultats, pourquoi pas aller chercher la Coupe de France et se requalifier pour la Ligue des Champions, et après, pourquoi pas prolonger avec ce pompier-là. C'est sûr que les deux pistes qui semblent être prioritaires, c'est Habib Beye, parce que Beye a vraiment envie d'entraîner l'OM, que Longoria semble être quand même assez sensible aux qualités et au passé d'anciens joueurs, anciens capitaines de l'OM d'Habib Beye. Après, je suis pas sûr que Mehdi Benatia, c'est pas qu'il aime pas Habib Beye, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais peut-être que lui, il est toujours dans la réflexion d'avoir un coach étranger avec un pédigré, avec une expérience des Coupes d'Europe, pour pouvoir, pourquoi pas, déjà amorcer la suite. Donc, aujourd'hui, moi, je me dis que le duel, c'est Beye contre Sessao, mais il y a tellement d'entraîneurs qui sont libres, et c'est comme le mercato des joueurs. Franchement, est-ce que au moment où Timber et Nwaneri sont arrivés à l'OM, est-ce que 3 jours auparavant, quelqu'un pensait que ces 2 joueurs pouvaient porter le maillot de l'OM? Jamais. Non. Non, jamais. Jamais. Non, non. Voilà. Ben, pour le coach, je me dis que c'est plus compliqué, mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Il y a de Ouais, bien sûr. très très gros noms, hein, qui sont sur le marché, hein, qui ne Complètement. bossent pas en ce moment. Bon, j'ai un Ruben Amorim, Xabi Alonso, qui a quand même été un proche de Mehdi Benatia lors du passage au Bayern Munich. Donc il y a quand même, attention, hein, je veux pas vendre du rêve, hein, c'est pas ce que je veux vous faire Ouais, croire, bien hein, sûr. mais je dis qu'il y a quand même, il y a beaucoup plus de possibilités. Il y a le réseau de Benatia et de Longoria également en Italie, avec Stefano Pioli, l'ancien coach de l'AC Milan, par exemple. Ça, c'est beau. Il y a, Ça, c'est beau, ça. pourquoi pas, Igor Tudor, ça reste un gros regret pour Pablo Longoria. Vraiment. Vraiment. La manière dont ça s'est terminé, alors que Longoria voulait, semble-t-il, que ça se poursuive, et c'est le Croate qui a décidé plutôt de claquer la porte parce que c'était trop dur, hein, trop difficile pour lui pour plein de raisons. Ben, aujourd'hui, Tudor, il est libre aussi. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez compliqué. Moi, je vais pas s'il y avait vraiment un pronostic, le pronostic, la cote la plus fiable aujourd'hui, quoi qu'on en dise, c'est Habib Beye. Oui, bien sûr. Voilà. Après, il faut qu'il Karim, règle ses problèmes avec Rennes, mais moi, on m'empêchera pas de penser qu'un mec comme Conceição, franchement, je le ce vois, serait ton... même si ça veut pas dire, ça veut pas tout dire, hein, mais je le C'est pas un sens gage de OM réussite. compatible, le mec. Juste que on sous-estime un peu le pouvoir d'attraction de l'Olympique de Marseille. Franchement. Et je pense que certains coachs seraient tentés d'avoir une expérience. Je pense qu'une expérience à l'OM, ça se tente, même pour des très grands coachs. Amorim était pour moi un très grand coach qui reste quand même résolument jeune. Xabi Alonso est un très très bon coach qui reste résolument jeune dans le métier d'entraîneur, mais il a montré des choses quand même, notamment à Leverkusen. Après la marche Real Madrid, elle était quand même très 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 haute. Et on sait que c'est très très compliqué de coacher le Real avec un vestiaire qui est quand même qui a peut-être pas d'égal ou très peu d'égal en Europe. Donc je me dis moi franchement après je répète, est-ce qu'ils veulent un pompier de service? C'est ça. C'est Parce ça. que C'est la question que se posait Barbara justement. C'est là-dessus qu'on a ouvert un live à 19h. Il y d'accord. a R qui veut te poser une petite question. Ensuite, on va laisser la place à Ryan. R, vas-y, je t'en prie. Pour toi, ça aurait été quoi le mieux? Garder De Zerbi. Alors, on ne sait pas trop si c'est lui qui a décidé de partir ou pas, mais dans l'hypothèse où il aurait voulu partir, est-ce que ça aurait été mieux de le garder, même s'il avait moins l'envie, plutôt que de prendre un nouveau coach qui pourrait ne pas faire l'affaire? Je pense que De Zerbi aurait pu être capable d'emmener l'OM vers la Coupe de France. Je suis pas sûr que De Zerbi aurait réussi d'emmener l'OM en Ligue des Champions à la fin de la saison.
Pour la bonne et simple raison que il y avait beaucoup trop d'irrégularités, et quand tu as autant d'irrégularités sur une période de 2 mois, notamment le mois de janvier, où tu savais que c'était peut-être le mois le plus important de ta saison, et qu'il n'avait pas les solutions, qu'il n'avait pas les réponses, qu'il n'avait pas les explications, qu'un jour, pour une raison X ou Y, tu joues à 4, ça fonctionne. Le match d'après, moi je veux bien qu'on m'explique. Et moi j'aimais beaucoup le profil de Roberto De Zerbi et ce qu'il a apporté à l'OM. Mais là aujourd'hui, et même quand je voyais son visage, j'étais proche en conf de presse. Que ce soit au Paris FC, que ce soit à Bruges, c'était horrible. Au Koweït, je pense que tout le monde parle de Bruges, que la grosse fracture, elle est partie de Bruges. Moi, je pense que la plus grosse des fractures, elle part du Koweït. Elle part du Koweït parce que pendant 2 semaines, il a répété à qui voulait l'entendre que c'était la plus grosse déception de sa carrière. C'est-à-dire, il n'a jamais véritablement avalé le fait de prendre un but à 15 secondes de la fin dans un match qui, pour certains, est important parce que c'était un trophée. Pour d'autres, le trophée des champions ne correspond pas à un trophée standard. Ça, c'est pas le débat du soir. Mais dans tous les cas, je pense que De Zerbi était vraiment usé. Donc, je suis pas sûr que De Zerbi aurait pu emmener son équipe sur tous les objectifs de fin de saison. Après, là où je peux pas te répondre, c'est que je ne sais même pas qui sera l'entraîneur, et je peux pas te dire que ça va fonctionner. Quand Gasset est arrivé, en 2023, il a gagné les 5 premiers matchs. Les 5 premiers matchs. Et au final, tu finis quand même 8e. Parce qu'il y avait quand même de la Ligue Europa au milieu, hein. Donc, un entraîneur qui vient pour essayer c'est même pas sauver les meubles, hein, parce que, franchement, quand on reprend l'historique des dernières saisons de l'Olympique de Marseille, t'arrives au mois de février, t'es 4e à 3 points de Lyon que tu vas recevoir. Après, bon, les matchs, il faut les gagner, hein, bien entendu, hein. Et t'es en quart de finale de la Coupe de France. Franchement, c'est loin d'être catastrophique, hein. La saison, elle peut encore être validée, hein. Mais je suis pas sûr qu'avec De Zerbi, même, c'est pas une question d'envie, hein, parce qu'il avait toujours l'envie, hein. Je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, dans la fin du speech d'avant-match du PSG, c'était contre PSG, hein, puisqu'on voit qu'il y avait Abdelli sur la vidéo, hein. Il était motivé comme jamais. Après, je pense qu'à force de prendre lui aussi, des déceptions sur déceptions sur déceptions, sauf que lui, il est un acteur de ce monde-là, un acteur même majeur de l'Olympique de Marseille. Je pense que c'était quand même, on est arrivé à la fin. On est vraiment arrivé à la fin. Et ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, alors qu'il y a une semaine où, après Bruges, après le Paris FC, et au soir et au lendemain du PSG, je pense qu'il y avait 80% des amoureux de l'OM qui disaient ça suffit. Ça suffit. Et là, avec un peu de recul, j'ai l'impression que cette proportion de gens qui étaient mécontents, il y en a certains qui sont revenus sur leur jugement et qui disent ouais, mais on aurait quand même pu continuer, regarder les joueurs, ils mettent des messages sur Insta pour dire le coach, merci coach, merci. Donc ça veut dire que peut-être les joueurs, ils étaient majoritairement encore avec le coach, qu'ils soient avec lui ou qu'ils soient contre lui. C'est ce que l'on voyait sur le terrain, c'était pas suffisant. C'était plus suffisant. Donc je pense que c'était compliqué, hein, de continuer encore avec Roberto De Zerbi. Après, malheureusement, je ne lis pas dans l'avenir. Donc je peux pas dire ce qui va se passer avec le prochain coach, mais c'est peut-être pas la plus mauvaise des solutions d'essayer de créer un électrochoc avec tous les avantages et tous les inconvénients que ça compose, hein, parce que il y a un coach qui va arriver, qui va devoir composer avec l'effectif de l'Olympique de Marseille, qui est loin d'être dégueulasse, hein, très loin d'être dégueulasse. Donc il va falloir juste que la personne qui va prendre la responsabilité de la gestion de l'équipe, elle soit au niveau mentalement, tactiquement, et qu'elle insuffle quelque chose de nouveau pour attirer les joueurs dans son sillage, quoi. Du coup, Seba attend depuis très longtemps, il est impatient, il trépigne. Vas-y, je t'en prie. Oh, du tout. Bonsoir Karim. Bonsoir, Je Seba.
je vais éviter de parler de projection effectif, tout ça, mais je vais plus parler par rapport à ton métier à toi. Aujourd'hui, on voit que médiatiquement, l'Olympique de Marseille est banni dans tous les sens, manipulé, et on est maltraité par les médias. Est-ce que pour cette fin de saison, serait-il pas judicieux que notre gouvernance à l'Olympique de Marseille interdise jusqu'à la fin de la saison tout média aux alentours et surtout au centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille pour que Marseille travaille avec un professionnalisme de renom, que ça ne fuite plus et qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Alors, bon, déjà sur les fuites, les fuites, qu'il y ait les médias présents ou pas, elles continueront toujours à exister. Il y a eu des centaines de tops potentiels à l'OM. Il y a des gens qui se sont fait moquer, qui se sont fait insulter. Quand je vois qu'il y a des joueurs comme Valentin Rongier, par exemple, qui a été pointé du doigt pour être la top du vestiaire. Voilà, je me dis, ce qui était faux, hein, bien sûr. Et je me dis que ça, peu importe que tu sois à la commanderie ou au vélodrome, ou les deux, ou que tu n'y sois pas, ça existera toujours. Voilà, ça c'est après pour l'interdiction de certains médias, certains journalistes, Impossible. ça n'est pas possible. Voilà, Ah non. tout simplement, ça n'est pas possible pour la bonne et simple raison que Contrat avec la Ligue. ouais, mais au-delà, même au-delà de ça, les conférences de presse, les accréditations presse pour les matchs, elles sont pas données au bon vouloir du club, sauf s'il y a vraiment un problème grave entre un journaliste et ou un média, mais que ce soit constaté, qu'il y ait que ça aille sur le terrain de la justice et compagnie, qu'il y ait de la diffamation grave, qu'il y ait des plaintes qui soient déposées. Là, pour le coup, là aujourd'hui, le centre Robert Louis Dreyfus appartient à l'Olympique de Marseille. Donc, ils auraient la capacité, une fois de temps en temps, de fermer certaines portes à certaines personnes, mais je pense que après, ça serait un nouveau bras de fer avec la profession. Et pour le Vélodrome, c'est impensable. C'est impensable. Donc après, bien sûr que cette saison, on voit quand même qu'il y a beaucoup de problèmes, encore plus peut-être au niveau de la presse, des relations entre la presse et l'Olympique de Marseille, sans doute un petit peu plus avec la presse nationale et l'Olympique de Marseille. Après, l'OM est beaucoup plus exposé, par exemple, que la saison dernière. La saison dernière, avec un match par semaine, il y avait quand même eu la possibilité d'avoir des fuites qui venaient de l'intérieur, qui venaient de l'intérieur du vestiaire, qui venaient de l'extérieur du vestiaire. Je vous rappelle quand même qu'après le match du 29 mars, perdu 3-1 à Reims, il y avait eu plein de choses qui avaient été dites, écrites sur les joueurs qui n'avaient pas voulu s'entraîner parce que Roberto De Zerbi leur avait dit qu'ils n'iraient pas sur le terrain. Là, il y a pas longtemps, après le match de Bruges, quand ils étaient dans leur retiro à Paris, dans la forêt de Rambouillet et qu'ils étaient à l'entraînement à Clairefontaine, il y a quand même eu la rumeur toute la journée du vendredi que De Zerbi n'allait pas entraîner l'équipe. Donc après, ça a été. Le problème, c'est que il y a beaucoup de choses qui s'écrivent, beaucoup de choses qui se disent, et pour démêler le faux du vrai, c'est quand même un petit peu compliqué. Ce qui est sûr, c'est que les relations entre la presse en général, hein, je dirais, et l'OM sont quand même assez tendues cette année. C'est le moins que l'on puisse dire. Et Quand je parlais, Karim, je parlais pas de conférence de presse, hein, je parlais vraiment de ce qu'il se passe à l'entraînement. t'as pas besoin de. Je vais te donner mon exemple à moi. Voilà, parce que j'aime pas parler des autres. Depuis, ça fait combien? Ça fait 16 ou 17 ans que je suis revenu sur le suivi quasi quotidien de l'OM. Donc, on a beaucoup moins de possibilités d'accéder aux entraînements et compagnie. Ben, moi, j'arrive à avoir des infos quand même de ce qui se passe à l'entraînement. Ok. Après, c'est la manière dont tu veux utiliser ces infos.
Après, tu peux très bien, on n'est pas les copains des joueurs, hein. On n'est pas les copains des coachs, on n'est pas les copains du directeur du football, ni du président. Après, chacun a sa relation. Alors, sa relation avec Pablo Longoria, Mehdi Benatia, le coach, pour ceux qui pouvaient avoir accès au coach, et les joueurs, avec un effectif qui a été renouvelé sur les 2 dernières années à 80%. Donc, tu peux... Je prends l'exemple d'un joueur qui évoluait en Angleterre ou en Italie. Il a très bien pu avoir des connexions avec d'autres journalistes à l'époque qui sont désormais sur le suivi de l'OM ou qui travaillent en binôme ou en trinôme sur l'OM. Là, par exemple, il y a des choses qui sont sorties sur Benjamin Pavard. Bon, je veux pas savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, par rapport au compo de la Saint-Gilloise, du match de Ligue des Champions. Il y a tellement de choses. Il y a les agents aussi. Quand un joueur va se plaindre à son agent, ben, l'agent est en capacité d'envoyer un texto à un pote journaliste. Et ça, c'est bon, ici on appelle ça de temps en temps le téléphone arabe, mais ça marche aussi dans les hautes sphères du football. Après, il y a des joueurs avec qui tu peux avoir des relations vraiment saines et normales, qui te racontent des choses, qui te disent ça c'est en off, ça tu peux t'en servir, mais les choses qui peuvent te raconter sont rarement des choses qui mettent en difficulté l'équipe, le groupe, le club. Moi, en tout cas, de mon côté, j'ai rarement eu des dingueries que je pouvais raconter. J'ai su des choses qui étaient graves, mais moi, c'est pas mon truc, c'est pas mon kiff. Merci pour ta réponse, Karim. Merci pour la question, elle était intéressante. Merci Karim. Ça va. Petit à petit, on essaye de se remettre De se remettre, ouais. cet énième épisode Netflix de Marseille, mais bon, ça va être compliqué pour un entraîneur étranger de venir dans ce contexte. Tu sais le corporatisme qu'il y a avec les consultants qui sont dans la presse, comment comment on accueille en France les entraîneurs étrangers. Moi, je pense que ça va être un coach qui connaît la Ligue 1. Et Bey, même si j'ai des doutes sur j'ai des doutes sur ses capacités, moi, je pense que ça pourrait être le meilleur compromis à une condition, parce que j'ai peur de l'effet domino en fin de saison où tout le monde va se barrer, que ce soit le directeur sportif ou les joueurs ou peu importe. Mais la seule transition légère qu'on pourrait avoir, c'est finir la saison, être dans les 3 premiers, gagner la Coupe de France. Et même si tu atteins ces objectifs-là, l'année prochaine, il faut faire passer aux supporters marseillais que même si tu es qualifié en Ligue des Champions, tu feras de la figuration. Tu peux pas avoir de l'ambition dans l'état où on est. Je sais pas ce que tu en penses, Karim. Ben, oui, alors oui et non. Oui et non par rapport parce que c'est vrai que ça peut être très compliqué, même en cas de qualif direct pour la Champions League et une victoire en Coupe de France. Mais bon, quand même, on serait quand même un peu moins incertain que ce que l'on est aujourd'hui, quoi, hein. Je suis pas sûr qu'il y ait la fuite d'autant de joueurs que ça si il y a un trophée à la fin de la saison et qu'il y a pour la première fois depuis les années Deschamps une 2e qualification consécutive pour la Ligue des Champions, ce qui est quand même une aberration quand tu es l'Olympique de Marseille, hein, de ne jamais te qualifier 2 fois d'affilée ou très rarement pour la Ligue des Champions. En vrai, dans ta réponse, tu donnes aussi une autre réponse. C'est-à-dire que si tu vas chercher un titre et une qualif pour la Ligue des Champions avec un coach qui arrive maintenant, je pense que ça va quand même donner de l'entrain pour la saison prochaine. Après, de là à dire qu'on va mieux figurer l'année prochaine que cette saison en Ligue des Champions, il y a que l'expérience qui te dit voilà, tu vas pas renouveler les mêmes erreurs peut-être ou peut-être pas, mais je suis pas sûr que en cas d'issue positive à la fin de la saison, tu te retrouves avec un effectif très très dévalué l'été prochain. Après il y a des cas particuliers. Il y a des cas particuliers, notamment t'as un OM, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, je veux pas rentrer dans le débat
Il est pas toujours très régulier. Il est pas. Mais Mason Greenwood, c'est un joueur qui est au-dessus, qui est Ah oui. au-dessus. Donc, Oui. si Mason Greenwood n'est pas là l'année prochaine, honnêtement, je vois pas comment tu peux réussir à retrouver un joueur de ce calibre-là. Ce Après, sera c'est pas pas parce que tu possible. n'as pas un joueur de ce calibre-là que tu peux pas faire une belle saison, hein. C'est l'année de Tudor, tu fais une très belle saison dans l'ensemble, tu finis 3e, tu merdes en Coupe de France contre Annecy, tu t'es éliminé à la dernière seconde de toutes les compétitions européennes contre Tottenham avec tonton Pierre-Émile. Mais bon, t'as quand même Alexis Sanchez. Et quand il est arrivé, pas mal de gens dans le circuit national connu et reconnu du football et des médias nous ont dit qu'il était cramé, Il qu'il était était tout fini, ce que ouais. tu veux. Non. Et au final, il fait une saison vraiment beaucoup plus élevée que la majorité des gens pouvaient l'attendre. Alors je me dis, mis à part Greenwood, après tu vas pas perdre tout ton effectif et tu vas réussir à te renforcer parce que tu restes quand même l'Olympique de Marseille. Après l'autre incertitude, c'est les finances. Les finances, qu'est-ce qui va se passer à la fin de la saison? Est-ce que Franck McCourt va continuer à remettre un peu d'eau dans le robinet ou il va proposer à Mehdi Benatia ou peut-être à son successeur, si Mehdi ne reste pas dans le bateau, de faire avec les éléments qu'il a à sa disposition et surtout de jouer avec la balance des transferts. Parce que tu vends Greenwood, tu sais très bien que même si il appartient en partie à Manchester United encore, tu vas quand même récupérer du fric. C'est obligatoire, quoi. C'est sûr, Tu c'est penses que, à part Greenwood, même si on atteint nos objectifs, hein, d'être qualifié en Ligue des Champions et la Coupe de France, tu penses que on peut potentiellement perdre que Greenwood et garder l'équipe? Non, je dis pas perdre que Greenwood. Je dis Greenwood, c'est le facteur X. C'est ta valeur, pour ouais, moi. ta valeur marchande. Voilà, c'est le Complètement. facteur X. Après, franchement, je vois pas Léo Balerdi continuer à l'OM. Non. Voilà, là mais là. je pense que Naïef Super. Aguerd, Facundo Medina, Emerson Palmieri, Timothy Weah, je vois pas pourquoi ils seraient pas là l'année prochaine, hein. Ils seront là, ils seront là. Voilà. Donc déjà, tu as une base de ta défense et tu peux aller chercher un ou deux joueurs dans le secteur défensif. Après, au niveau du milieu de terrain, bien sûr que Geoffrey Kondogbia ne devrait plus être là. Peut-être que Pierre-Emile Højbjerg ne sera plus là. Alors il y aura mais Quinten Timber sera là. Oui, il sera là, Timber. Ça bouge Voilà. pas. Il vient Après, de tu Pexao signer. aussi. Pardon? Ouais, Pexao aussi. Oui, Paixão tous les sera là. Voilà. Je suis pas Mais dit tous- que tous les c'est pas joueurs dit que Ligue 1. Guiri bouge. Ouais, ils vont Ouais, rester ça. Les joueurs Ligue 1, ils vont rester entre guillemets. Les joueurs qui connaissent la Ligue 1 ou les ouais. recrues qu'on vient à peine de faire, ils vont rester. Mais les mecs, Hochberg, Greenwood ou les gars, peut-être Rulli, tous les mecs, je pense que s'il y a un problème, ils vont. Après, Rouli, c'est sa deuxième saison. Il a été exceptionnel la première saison. Il a été plutôt très bon jusqu'au mois de décembre. Ouais. Où, voilà. Mais aujourd'hui, tu vois quand même que moi, je lui jette pas la pierre, hein. Il a été stratosphérique pendant des mois et des mois. Donc là, il a eu un coup de moins bien. Alors peut-être, non, le truc qu'on sous-estime peut-être, voilà, c'est vraiment l'impact de De Zerbi. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient venus pour, tout à l'heure, je vous ai entendu parler du cas Nwaneri. Donc, Nwaneri, il va pas repartir à Arsenal, là. C'est, déjà, contractuellement, c'est mort. Parce que s'il retourne à Arsenal, il peut pas jouer, je crois. Déjà. Et la deuxième chose, c'est que, il a pas de place à Arsenal. Et qu'il en aura toujours plus, même s'il y a plus Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille, hein. Bien sûr. Parce qu'il a, il a de la qualité. Il faut pas. Après, c'est comme ça arrive combien de fois, les amis, que une recrue qui est prêtée, qui a pas beaucoup joué, elle arrive et elle flambe d'entrée. C'est toujours pareil. Moi, je me suis cassé les cordes vocales en commentant en direct le but de Nwaneri contre Lens. Voilà. Mais à la fin du match, je me suis posé une question en essayant de pas être le chat noir de service. Et en me disant, mais est-ce qu'il a pas fait son meilleur match de la saison avec l'OM là déjà? Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai parce que tu peux pas savoir ce qu'un mec va donner. Le mec, il a pas beaucoup joué en première partie de saison. Donc il faut le rythme, s'adapter à un nouveau championnat.
C'est vrai. C'est pas super simple. Il a de la qualité, hein. Il a vraiment beaucoup de qualité. Mais après, il va pas nous ressortir des masterclass à tous les 10 jours. Hein. C'est pas possible, quoi. On va donner déjà la parole à Adam pour te poser la question. Adam, Bonsoir Karim. Bonsoir, Adam. Bonsoir. Karim, j'avais une question à poser relative à Mehdi Benatia et enfin une autre concernant Habib Beye. La première sur Benatia, c'était on a appris qu'il a remis sa démission et qu'elle a été refusée. Oui. Et pour toi, est-ce que tu le vois partir en fin de saison? Et est-ce que tu penses que cette démission, c'était vraiment symbolique ou alors c'est quelqu'un qui cherche vraiment à quitter le club? Alors, Et ma deuxième question, c'était concernant Habib Beye. Est-ce que toi, tu penses que... Bon, moi, je suis un peu comme toi. Mon premier choix, c'est contre Sao. Maintenant, est-ce que pour toi, Habib Beye a les épaules pour gérer cet OM? On dit beaucoup que c'est un ancien joueur de l'OM, ancien capitaine de l'OM, qui connaît très très bien le contexte, qu'il a vécu des moments difficiles aussi à l'OM. Donc, est-ce que pour toi, il aurait la légitimité et la carrure pour assumer ce rôle? je commence par la deuxième. Bien sûr, Habib Beye, il a des qualités, franchement, indéniables. Après, il a peut-être aussi une relative inexpérience en tant que coach de haut niveau, puisque moi, j'avais beaucoup suivi son parcours au Red Star, parce que à l'époque, ils étaient au coude à coude avec Martigues, et j'avais très bien accroché avec le coach de Martigues, qui est aujourd'hui le coach du Red Star, Grégory Poirier, qui est un très très bon entraîneur. On avait eu la possibilité de discuter plusieurs fois avec Habib Beye, et je le voyais avoir la capacité de monter les échelons petit à petit. Mais il faut pas oublier donc que il a fait monter le Red Star en Ligue 2, et après, il a pu coacher jusqu'à ce qu'il soit appelé au chevet de Rennes, où il a eu des hauts et des bas. Il n'a pas été complètement aidé par le fait qu'il y ait eu le gang des anciens du RC Lens, mais je pense que l'avantage que Beye peut avoir, même si je suis pas toujours fan de ses schémas tactiques et notamment de la défense à 3, j'aimerais bien qu'on revienne à des fondamentaux un peu simples et de jouer à 4 derrière, ou en 4-3-3, ou en 4-2-3-1, ou en 4-4-2. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai que c'est la grande mode de jouer avec 3 défenseurs, de faire glisser un latéral dans l'axe au milieu de terrain pour apporter le surnombre. Bon, bref, on est dans un truc mais le truc, je suis sûr que Habib Beye va pouvoir supporter la pression de Marseille. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Ce que je pense aussi, ouais. Il est très fort en communication en plus. Hein. Ça, c'est un atout, vraiment. Je pense que en termes de communication, il sera face aux médias, il sera bon. Après, voilà, et nous, si c'est Habib Beye le coach, on va pas aller en conférence de presse pour aller voir une représentation d'Habib Beye, quoi. Oui, bien sûr. Il va falloir qu'il explique les choses assez simplement, mais j'ai l'impression que ça, il peut faire. Et par rapport à Mehdi Benatia, je pense pas que son coup de spleen soit un coup de com'. Il est usé, il est fatigué, il est déçu. Il prend déçu sa de part qui? de... Déçu du coach ou de ses joueurs? Ah, moi je pense, mais de la c'est moi mentalité, qui dis, de la mentalité du joueur aussi. C'est moi qui le dis, hein. C'est pas lui qui parle, hein. Ouais, mais je pense que je suis pas loin de lire dans ses pensées. Non, il est surtout déçu du comportement du vestiaire. Vraiment. Ouais, mentalité des joueurs. Ah ben bien sûr. Là, en public, il a fait quelques zones mixtes où il a expliqué les choses et tout. Et en privé, je sais qu'il est touché. Et c'est vrai quand on parlait tout à l'heure de De Zerbi, qu'on disait que que Roberto De Zerbi ne comprenait pas pourquoi il y avait cette irrégularité, pourquoi il n'avait pas d'explication, pourquoi il ne savait pas si le lendemain, eh bien, son équipe allait bien jouer ou pas bien jouer, qu'il n'y avait pas de continuité. Ben, je peux vous dire que ce message, c'est le message que tout le monde a au club. C'est-à-dire que le ressenti, c'est ça. Longoria, il est pareil.
Même si on l'entend moins, qu'on le voit moins, ça reste toujours un mec autant passionné du football. Il connaît le football sur le bout des doigts. Mehdi Benatia, avec le passé de joueur qu'il a, et je trouve que l'adaptation qu'il a à son poste de directeur du football, elle est quand même assez remarquable. Après, chacun a son avis, encore une fois, sur sa manière de fonctionner. Lui ne comprend pas non plus. Et même à l'intérieur du vestiaire, il y a beaucoup de joueurs qui ne comprennent pas ce qui se passe. Est-ce que toi, tu as le sentiment que finalement, cette perte de coach, ça va aussi engendrer dans peu de temps la fin d'une ère présidentielle et de Benassia, quoi. Est-ce que potentiellement tu ressentirais qu'on va perdre aussi notre directeur sportif et notre président? Honnêtement, sur les trois mois et demi qui restent de compétition, si ça se termine plutôt bien, je pense qu'il y a une petite chance que ça se poursuive. Notamment avec Mehdi. Après, Et pourtant, tu le trouves fatigué. Mais tu crois qu'il sera encore capable de recréer un projet? En fait, pour moi, il est fatigué parce qu'il faut le comprendre aussi. Je pense qu'il a mis toute cette fatigue, ces 20 heures par jour pour justement ce projet avec De Zerbi. Et tu sais, quand tu as un projet comme ça qui tombe à l'eau, où tu as mis quasiment presque 2 ans à construire la chose, enfin, tu tombes de 20 étages, tu vois. Donc, est-ce que potentiellement il a encore le caractère et la patience pour recommencer un nouveau projet encore avec quelqu'un d'autre? Tu vois, c'est là la nuance. Oui. Pour moi, non, mais pas. la question elle est légitime, hein. Franchement, hein, pour moi, le départ de De Zerbi, c'est la fin du projet, puisque le projet il était acté sur 3 ans. Allez, au bout de 19 mois, plus de De Zerbi, tu changes. Peu importe quel entraîneur va venir, ça va pas être un De Zerbi bis. Donc, dans tous les cas, le projet tombe à l'eau. Peut-être que tu vas le réaménager un petit peu. En essayant de trouver des passerelles, mais tu vas repartir sur quelque chose. C'est pour ça que je pense que la fin de saison sera, en vrai, Ça aura le reste, ouais. elle va conditionner la suite de l'aventure de pas mal de joueurs, la suite du coach pour savoir s'il va pas y avoir une recherche de coach ensuite, encore. Et pour les deux, hein, et que ce soit Mehdi Benatia et Pablo Longoria, ça pourrait aussi marquer la fin de l'aventure, quoi. Ouais, merci. Moi, je voulais rebondir à ce qu'il a dit Karim, parce que on a vu que aussi on a eu des alertes entre l'année dernière et cette année. Juste des déclarations de Rabiot où tu le vois en interview où il dit s'il y a des joueurs qui veulent pas jouer cette Ligue des Champions, ça qu'à pas jouer et laisser les autres jouer. On voit des joueurs où ils se plaignent qu'un directeur sportif demande en fait des exigences et ça je peux pas le comprendre. Donc je sais pas qu'est-ce que tu en penses, et je pense qu'il voit une tournure qui est pas à son avantage et c'est pour ça qu'il a envie de partir à cause de son projet qu'il voulait mettre à terme pendant 3 ans et que son entraîneur qu'il a fait venir est parti. Quand tu as la gestion comme il le fait lui, comme Mehdi Benatia gère sa barque, obligatoirement, tu as des pour et des contre à l'intérieur du vestiaire, je parle, hein. Tu as aussi les agents. Alors il avait quand même une agence, une boîte d'agents, donc qu'il a dû mettre en sommeil pour venir à l'OM. Déjà, le détail, c'est pas l'argent qu'il fait courir, parce que je pense qu'il gagnait mieux sa vie à l'époque. Et c'est vrai qu'il a une manière quand même très personnelle de gérer les dossiers et de s'exprimer auprès des joueurs en privé et en public, devant la presse. Donc il met un peu la pression, il faut le dire, hein, mais en gros on lui a donné quasiment les pleins pouvoirs au niveau du sportif. Il n'est pas directeur sportif, mais directeur du football. Après, j'ai quand même eu l'impression qu'il a voulu remettre beaucoup de choses en cause à l'OM d'avant pour essayer de passer un step. Est-ce que c'est eu égard à l'expérience qu'il a eu dans des grands clubs comme la Juve ou le Bayern, où il a vu quand même qu'il y avait une rigueur plus qui pouvait permettre, ou même à la Roma de l'époque, où
tu joues avec des mecs comme Francesco Totti et compagnie, il y a quand même, un respect. Et c'est sûr que quand tu vois par le passé, il y a beaucoup de gens qui lui sont tombés dessus quand il a fait ses révélations sur Jonathan Klaus, par exemple. Oui, voilà. Voilà. Et au final, tu te rends compte que c'est pas, je juge pas Klaus, quoi, mais ça a pas l'air d'être un long fleuve tranquille, quoi. La manière dont il gère sa carrière. Clairement. Donc C'est après, le moins qu'on puisse dire. voilà. Donc pour l'OM, je pense qu'il y a des joueurs qui ne s'attendaient peut-être pas, mais ça c'est tout, ça arrive très régulièrement, hein, à avoir autant de pression médiatique, autant de pression des supporters. Et je pèse mes mots parce que je trouve vraiment que les supporters sont d'un calme, mais sans faire de mauvais jeu de mots, Merci olympique. beaucoup de le rappeler, ça, hein, Karim, parce que auparavant, on n'aurait pas attendu. Non. Je pense qu'on n'aurait pas attendu beaucoup. Et là, vraiment, les supporters, nos supporters à nous, franchement, ils sont très patients. Très, très, très patients. Voilà. On va donner la parole pour que tout le monde puisse en profiter. On a Tonton Pirate qui est là. Déjà, merci Sachi. Bonsoir Karim. Avec Bonsoir plaisir. le panel. Bonsoir le panel. Salut. Bon, pour moi, c'est un constat amer. Hein. Le divorce est consommé. Roberto De Zerbi a jeté l'éponge. Je vais pas m'acharner sur lui, même si j'en ai gros sur la patate. Je suis un pirate, on quitte pas le navire comme ça du jour au lendemain. La question que je voudrais poser à Karim, en fait, c'est l'absence de remise en question. Plutôt qu'admettre sa rigidité tactique et une incapacité à s'adapter à ses joueurs, pour moi, le constat, est-ce qu'à un moment, pour toi, Karim, Roberto De Zerbi s'est remis en cause? Voilà, j'arrête là. Merci Tonton. Pas vraiment. Voilà. Et je pense que c'est ce qui a aussi creusé le fossé, ou alors s'il s'est remis en cause, pas suffisamment. Il y avait quand même d'autres choses. Après, voilà, c'est pas même si la stat m'énerve un petit peu. De plus de 30 compositions d'équipes différentes pour le même nombre de matchs. C'est un peu compliqué, c'est un raccourci aussi parce que il y a des blessures, il y a des suspensions, il y a les enchaînements, il y a les mecs qui sont partis à la CAN, il y a tous ces trucs-là. Mais quand même, ce manque chronique de volonté de réinstaller, alors que c'est un mec qui a toujours joué, ou quasiment, allez, à 75-80% de sa carrière, il a joué à 4 derrière. Et là, est-ce que c'est parce que il cherchait une sécurité? Est-ce qu'il a voulu adapter un système aux joueurs qu'il avait sous la main? Sauf que il a quand même participé au recrutement avec Mehdi Benatia et Pablo Longoria. Je pense qu'à un moment donné, quand ça marchait moins, il aurait dû s'adapter un petit peu plus. Pour ce qui est des entraînements, oui, les entraînements sont pas faciles physiquement et mentalement, mais bon, voilà, on a connu Marcelo Bielsa où c'était encore un petit peu plus compliqué, je pense, et on a vu, puisqu'il y a eu une usure physique et mentale beaucoup plus tôt dans la saison de Bielsa, qui était sa première saison où on était, je crois que c'est la dernière fois qu'on a été champion d'automne, et du coup, oui, De Zerbi, je pense que il perd la partie aussi parce qu'il n'y a pas assez de remise en cause, remise en question de ses principes à lui pour essayer peut-être de s'adapter un petit peu plus à son vestiaire. Merci Karim. On va finir avec une dernière question avec Toufik. C'est à toi. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je vais essayer d'être concis le plus possible. Karim, et déjà, je voulais juste te dire que c'est un honneur d'échanger avec toi, enfin de t'écouter dans le live de notre ami Sachi. Merci Toufik et merci à vous. On est ça donne l'impression d'être un peu sur le plateau du BDS. Le ressenti que j'ai en écoutant beaucoup, voilà, mes confrères et mes consoeurs des lives sur les panels, c'est que l'homme clé de ce projet-là, c'était De Zerbi, d'accord?
moi, j'émets un doute par rapport à tout ça, malgré que, euh, que bien sûr, il est important, c'est le coach, c'est lui qui est le plus exposé, surtout en termes de résultats, etc. C'est le fusible le plus facile, on va dire, à éjecter en cas de problème. Même si on a été patient, vous l'avez bien, enfin tous les supporters ont été patients, vous l'avez bien souligné. Mais, euh, mais en réalité, ne penses-tu pas que le vrai, enfin l'homme clé, le véritable homme clé du projet olympique de Marseille, ce serait pas plutôt Benassia? Ouais, c'est Parce que partagé. C'est partagé. C'est partagé. C'est partagé dans la mesure où je pense que je pense que De Zerbi est quand même l'homme qui était le plus au cœur du projet parce que c'est celui qui donnait le là. La direction sportive, elle initie la chose, mais celui qui est chargé de le développer véritablement, c'est le coach. Le coach, c'était le chef d'orchestre, parce que c'est pas, je veux pas trop le monter non plus, mais je pense que l'OM a vraiment misé sur De Zerbi pendant ces 19 mois, et surtout la volonté de le faire sur 3 ans à minima, parce que je pense vraiment que l'idée c'était de partir, réussir à faire entre 3 et 5 ans avec ce coach-là, et essayer de lui donner les moyens d'aller chercher du très très haut niveau. On l'a vu cette année sur certains matchs, l'OM a été capable, alors soit de rivaliser avec Paris, le match du 22 septembre qu'ils ont gagné, mais surtout, moi je dirais même plus le match du Trophée des Champions, où on a été quand même beaucoup plus dominateur et dominant que ce qu'on a pu l'être au soir du 22 septembre, quand on gagne 1-0, on marque d'entrée, et après on subit quand même notamment la deuxième mi-temps. Et après, tu as des matchs qui sont importants. Tout à l'heure, je me rappelle plus qui parlait de défaites encourageantes pour le Trophée des Champions. On a parlé aussi de défaites encourageantes lors du match du Real. Donc voilà, on pensait, après avoir vu notamment le mois de septembre et le début du mois d'octobre, on pensait que l'OM pouvait être en capacité de lutter à longue durée avec des gros de ce championnat. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais aujourd'hui, comme je te dis que pour moi, la pierre angulaire du projet, c'était Roberto De Zerbi, et que ça n'a pas fonctionné comme ça devait le faire, pour moi, malheureusement, mais c'est l'histoire du football, quoi. S'il y en a un des deux qui doit quitter le club, c'est d'abord Roberto De Zerbi. Pour moi, hein, pour moi. Après, j'ai pas, j'ai pas la science infuse. Ouais, je suis complètement d'accord. Je me dis que Benatia a ramené des joueurs. Après, sa gestion, elle est ce qu'elle est par rapport à la gestion sportive autour du vestiaire, autour du staff. Mais je le vois lui aussi quand même. Je l'ai vu impliqué sur la deuxième saison, beaucoup plus calme que la première saison, notamment les sorties par rapport à l'arbitrage et de compagnie. Bon, je rappelle quand même qu'il y en a beaucoup qui disaient au moins on arrête de se faire marcher dessus et on défend l'institution par rapport à l'arbitrage, par rapport à la ligue, et donc on a payé cher l'année dernière avec de lourdes suspensions pour Mehdi. Après pour Pablo Longoria, c'est autre chose encore, mais je pense qu'aujourd'hui, si tu me demandes de choisir après la défaite de l'OM au Parc, je suis pas persuadé que Mehdi Benatia soit plus responsable que Roberto De Zerbi de la défaite du Parc. Et je vais même plus loin, parce que pour moi, attention, hein, pour moi, les torts sont partagés beaucoup plus entre De Zerbi et les joueurs. Joueurs. On est d'accord. Plus que pour Mehdi Benatia. C'est pas qu'il a le totem d'immunité ou quoi que ce soit. Quand on regarde, après on peut être déçu de pas mal de recrutements qui ont été effectués. Parce qu'il y a des mecs que ça l'a pas fait, quoi. Voilà, hein. Ils sont venus. Ça, c'est nouveau à Marseille. Hein. Depuis que Mehdi Benatia est arrivé, on arrive à recruter des joueurs en juin, juillet, août, et on les dégage au mois de janvier. C'est pas De Zerbi qui fait ça. Ah non, j'ai pas dit de Roberto De Zerbi. Je parle par rapport à la direction.
Ben moi c'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même des choses. Quand tu fais le bilan, le problème c'est que tu peux pas faire le bilan de la même manière pour Mehdi Benatia que pour Roberto De Zerbi. Et encore une fois, hein, je suis pas je suis pas le gardien de Benatia, moi. C'est Ouais, pas tu point parles de en vue, tant en que quelque supporter sorte. de l'OM, Karim, de toute façon. Ah Je ben, peux de juste toute façon, moi, une c'est de dernière notre, question. Est-ce que, c'est est-ce de que tu penses, notoriété publique, hein. Moi, avant d'avoir été journaliste, j'étais supporter. Oui, mais c'est ça, Ouais. enfin, dans le BDS et tout, c'est quand même, bon, tu as une analyse qui est quand même au-dessus parce que voilà, c'est ton job et tout, mais vous parlez quand même en tant que supporter, tu vois, vous avez quand même des analyses, en comprenant les supporters, c'est ce qui différencie un peu des gros journaux parisiens, quoi. Ben, c'est ce qu'il ah faut, hein. ben, On essaie, tu hein. fais Complètement. Ouais, ouais. transpirer la passion qu'on comporte tous, quoi. Et c'est ça Exactement. qui fait que bah, moi j'aime bien le BDS, en tout cas. Et puis en fait, c'est là où je voulais en conclure par rapport à ma question. En fait, est-ce que tu penses qu'en quelque sorte, en gardant Benassia, on sauve un peu les meubles de ce projet? Bien Ben, sûr. ça sera, franchement, hein, c'est pas une réponse de langue de bois, mais on aura la réponse à la Très fin de la vite. saison, quoi. À la fin de la Ouais. saison. Si Mm. à la fin de la saison tu gagnes, tu gagnes ton premier trophée depuis 2014, depuis 2012, pardon, et la première Coupe de France depuis 1989, tu pourras quand même dire, tu te rappelleras de cette saison 25-26 comme la saison du retour du trophée à la maison. Et si en plus cerise sur le gâteau, plus ou moins, parce que c'est cerise très importante. La qualification pour la Ligue des Champions qui te garantit de l'argent pour la saison prochaine, bah, tu pourras dire qu'au final, malgré tout ce qu'on a vécu, ce monde impitoyable de l'Olympique de Marseille nous a quand même offert un truc au dénouement qui sera positif. Mais ça, c'est de la fiction, puisqu'on est le 12 février et on n'a pas de coach, on est quatrième de Ligue 1 et qu'on est qu'en quart de finale de la Coupe de France. Donc, mais oui, bien sûr que Benatia, en cas de résultat positif en fin de saison, en ressortira grandi. Et je pense que c'est lui, du coup, qui aura la main sur j'arrête ou je continue. Et Bien s'il sûr. arrête parce que par exemple, il n'y a pas autant de moyens que ce qu'il souhaite pour construire une équipe vaillante pour la saison prochaine, ben, il dira voilà, moi j'ai fait entre guillemets la part de mon marché et on a gagné la Coupe de France avec en première partie Roberto De Zerbi, avec en deuxième partie X ou Y sur le banc, mais voilà, c'est lui qui aura la main sur le game. Mais c'est vrai que aujourd'hui pour répondre à ta question originale, je pense quand même que si il y a même pas de choix à faire parce que je pense pas que Benatia gangrénait De Zerbi. Donc Non, ça se passait bien je vais entre finir eux, là-dessus, c'est clair, mais après, je veux dire, Toufik, on va le libérer. Il a déjà un petit peu dépassé le temps qu'il nous avait accordé, donc on va le remercier. Et Merci surtout, beaucoup, Karim, Karim. je veux, au nom de merci. tous, et je pense qu'on sera unanime pour dire que on est heureux et content d'avoir un média comme le tien aujourd'hui qui vient relever un petit peu le niveau de tous ceux qui finalement ne sont plus vraiment au contact avec la réalité et font plus de la désinformation que de l'information aujourd'hui. Et on voulait franchement, encore une fois, au nom de tout le monde, je connais tout le monde sur ce panel et je sais qu'on a tous cet avis. On est content aujourd'hui d'avoir un média comme le tien qui nous permet de vraiment, qui parle de l'OM, qui respire OM et qui est là pour transmettre de vraies informations et pas juste glisser sur du buzz ou chercher absolument de la popularité pour la popularité. Vous faites du bien au club. Vous êtes voilà. Donc je voulais te remercier déjà pour ça et d'être passé nous parler un petit peu et répondre à nos questions. Voilà, de prendre le temps de répondre à chacune de nos questions et merci pour ton temps. Voilà. Mais en merci général, Sati. pas seulement ce soir. Je pense que Non, tout le monde est merci d'accord. Sati et merci à tout le monde pour toute la bienveillance que
que vous avez à mon égard et à l'égard de toute l'équipe du bar des supporters, que ce soit Jacques Bail, Steph Martins, Enzo, Marc, voilà. Mais c'est vraiment un grand plaisir. Et de toute façon, bon, nous on a la chance de pouvoir travailler dans le métier de notre passion. Donc on est super content. Et dites-vous que voilà, moi je suis un supporter au départ tout petit qui a réussi à devenir journaliste pour suivre son club de cœur. Donc je dois uniquement ça à tous les supporters. Voilà, tout simplement. Bon, bah super. En Merci. tout cas, t'es le bienvenu. N'hésite pas. Et on te reposera encore plein de questions. Et la prochaine fois que tu Merci, reviens. c'était sympa. Merci. Oh, Je vous souhaite bah, une merci bonne à toi. soirée Bonne et un soirée. bon match à vous samedi. Hein. Merci. Ouais. Allez l'OM. Allez Allez, l'OM. l'OM. Merci. Génial, franchement, c'était cool. Merci. C'était Ouais, c'était vachement sympa. cool. C'était sympa. On a de la chance, franchement. Hey TikTok, salut les amis. Ben, c'est avec un peu de recul le lendemain de cette belle soirée live qu'on a vécue hier avec Karim que j'aimerais vous remercier à tous parce que c'est grâce à vous tous qu'on a pu créer cet espace d'échange bienveillant et pertinent autour de notre club d'amour, notre club de sang. Donc merci encore une fois à tous les participants et merci à Karim d'avoir pris le temps de répondre à chacune de nos questions en développant ses réponses, en prenant le temps à chacune d'elles. Voilà, donc un grand merci à tous. On va faire des formats de ce type le plus souvent possible. Et je vous invite à vous abonner pour donner de la force donc sur TikTok et également sur ma page YouTube. Vous allez pouvoir me retrouver dimanche notamment accompagné de Seb H Foot donc pour le débrief en live de la rencontre OM Strasbourg. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis restez connectés parce qu'il y a de très belles choses qui nous attendent malgré la période un peu tourmentée. Le meilleur est devant nous, ok? Et ce sera ensemble. On va le faire ça ensemble, les gars. Ciao, ciao.